Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours sur l'optimum Holocène. Cette semaine, pour cette dernière séance de l'année, je vais vous parler essentiellement des conséquences en fait, sur les populations humaines de l'époque contemporaine de cet optimum Holocène. Comme je vous l'ai dit dans les derniers cours, je vous ai décrit en fait toutes les évidences, certaines des évidences les plus importantes que nous avons en fait, sur le niveau des lacs, en particulier ce qui est représenté sur cette carte vers 9000 ans avant le présent. Par rapport au niveau actuel, on a vu qu'en fait, il a eu lieu pendant toute la première moitié en fait, de la période Holocène, donc de 12 000 à l'actuel, cette période Holocène. Les lacs africains étaient beaucoup plus hauts qu'à l'heure actuelle et que l'on avait affaire finalement à une période humide africaine qui est tout à fait caractéristique. Ici, une vue très résumée de l'affaire. Je vous avais dit aussi, on avait parlé abondamment la semaine dernière de la modélisation climatique avec des modèles numériques qui peuvent servir à essayer de comprendre justement cette période et ces anomalies du cycle de l'eau. Et en même temps, ces modèles, ce sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour les projections du prochain siècle. Donc il est important en fait, de pouvoir les tester avec des modèles très différents de l'actuel, en particulier cette période du début de l'Holocène. Je vous avais montré en fait, que les modèles arrivaient finalement à simuler, à rendre compte finalement de la perturbation hydrologique au nord de l'Afrique. Là, c'est juste un exemple particulier assez récent en fait, d'une modélisation effectuée justement avec un de ces modèles numériques que l'on perturbe avec les forçages connus pour l'époque, en particulier les variations de l'orbite terrestre qui ont une influence en fait, sur l'insolation de l'époque. Ici, il s'agit de façon normalisée un calcul pour le climat d'il y a 6000 ans avant le présent, mais encore une fois, il est possible aussi de faire évoluer le calcul pendant toute la période de l'Holocène, comme on l'a vu. Et donc, ce qui est présenté sur ces deux cartes résume un petit peu l'affaire, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une perturbation estivale de la température, une anomalie de température importante. Toutes ces cartes ici sont présentées sous forme de cartes d'anomalie. Donc on voit de façon très importante une anomalie de température qui va même jusqu'à toute la zone méditerranéenne au Proche-Orient, comme nous en reparlerons, et d'autre part une anomalie des bilans hydriques, des précipitations, avec une augmentation, une migration vers le nord et une intensification des pluies liées à la zone de convergence intertropicale qui migre vers le nord et qui apporte beaucoup plus de pluie et qui explique finalement cette période humide africaine avec ce haut niveau des lacs. Alors encore une fois, il y a dans les détails encore des progrès à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une compréhension complète quantitative de cette période humide africaine avec les modèles, en particulier même dans ces modèles très récents qui tiennent compte non seulement des forçages mais aussi des autres conditions aux limites qui vont donc rétroagir. En particulier, on a fait intervenir en fait, les rétroactions liées à la végétation, à l'évolution des sols, à la présence de lacs. Je vous ai parlé abondamment du mégalac Tchad. Et donc, à cause justement de cette combinaison à la fois des forçages externes et des rétroactions climatiques, de composantes en fait, autres que l'atmosphère, il y a une perturbation qui va être amplifiée et qui permet de rendre compte partiellement des données. On voit notamment sur cette cartographie des anomalies hydriques pour l'époque qu'il y a eu une perturbation qui s'est étalée, qui est allée jusque très haut au nord de l'Afrique. On n'arrive pas à rendre compte totalement de l'amplitude du phénomène, mais on voit aussi que cette période humide africaine, elle était aussi caractérisée par un bilan hydrique très important aussi sur des zones proches, en particulier toute la péninsule arabique et jusqu'au Proche-Orient. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, en fait, c'est aussi cela, cette amélioration climatique du début de l'Holocène, qui a permis à
l'agriculture, en fait, d'être développée par les populations, en particulier localisées dans ce que l'on appelle le croissant fertile, et en particulier le blé, l'orge et d'autres céréales encore. Et à partir de ce croissant fertile, à partir de ces centres en fait, de domestication des céréales, comme on l'a vu, ces inventions, ces innovations ont ensuite diffusé à l'échelle de la planète. C'est ce qui est indiqué et résumé en fait sur cette cartographie, sur cette carte qui montre au cours des millénaires qui ont suivi, à partir de pratiquement le début de l'Holocène, on a une diffusion à la fois vers l'ouest et vers l'est et vers le sud de cette agriculture nouvelle qui a été inventée au début de l'Holocène. Alors il y a d'autres centres de diffusion et une complexité lorsqu'on regarde un peu les détails, mais c'est quelque chose qui est indéniable. Il y a eu domestication et diffusion de ces innovations au début de l'Holocène, en réponse directe au changement climatique, pour faire simple, à la fois intéressant les températures et les précipitations, comme nous l'avons vu. Alors c'est vrai aussi de la domestication des animaux. Il est possible de tracer le même type de carte, je vous l'avais déjà montré, on va le revoir de façon un peu plus détaillée cette semaine. Ici, une cartographie qui vous montre, en fonction du temps, justement, en années avant le présent, les premières apparences d'espèces domestiquées. Donc on retrouve encore une fois toute la zone du croissant fertile de la Turquie actuelle, de l'Anatolie, et une diffusion donc très précoce, entre 10 000 et 7 000 ans avant le présent, et ensuite une diffusion à la fois vers l'ouest et vers l'est de ces inventions, de ces innovations technologiques, notamment la domestication des animaux que nous connaissons actuellement. Alors, pour aller de façon plus détaillée, il est possible en fait de cartographier, c'est ce qu'ont fait certains auteurs, de regarder de façon détaillée la diffusion de ces innovations de la domestication et l'âge des plus anciens bovins domestiques en Afrique du Nord, où quand on représente les choses en portant les âges que l'on peut mesurer avec des techniques radiochronologiques, en particulier le carbone 14 qui permet de dater les ossements des animaux que l'on retrouve dans les sites archéologiques, il est possible de montrer cette diffusion vers l'ouest de cette innovation. Donc c'est ce qui est reporté sur cette carte. Pour illustrer un peu les choses, c'est aussi important de considérer les représentations de l'époque. Ici, les fameuses certaines fresques du Tassili algérien, qui montrent très clairement qu'il était possible, dans ces zones qui sont actuellement totalement désertiques, de faire de l'agriculture et de l'élevage, donc des fresques tout à fait importantes. Un peu plus haut en latitude, au niveau du sud de la Libye, il est aussi possible de considérer non pas ici des peintures, mais plutôt des gravures, les gravures notamment au niveau du plateau du Messac. Ici, vous avez d'une part des représentations de la faune sauvage du Sahara de l'époque, qui était donc beaucoup plus humide qu'à l'heure actuelle. On reconnaît des girafes, éléphants, un rhinocéros, un buffle qui maintenant est éteint, et des crocodiles qui montrent en fait l'existence de plans d'eau beaucoup plus importants qu'à l'heure actuelle dans une région qui est totalement désertique. C'est même très impressionnant. Ici, une autre vue de ces plateaux du Messac avec, d'une part, le paysage actuel et des représentations tout à fait impressionnantes, à la fois de crocodiles, un deuxième est ici, un hippopotame, encore un buffle éteint à l'heure actuelle. Donc une faune naturelle, une faune sauvage, tout à fait caractéristique d'un domaine, d'un paysage beaucoup plus humide, et la présence d'eau à l'époque. Et il est possible, alors les préhistoriens spécialistes de ces périodes et de ces zones ont pu aussi étudier les différents styles de ces représentations, à la fois gravure et peinture, au niveau de tout le Sahara, et d'établir une chronologie comparée, une chronologie stylistique qu'ils ont pu comparer avec
l'aridification et enfin, la transition entre cette période humide africaine et la période actuelle. C'est ce qui a été fait sur ce diagramme qui récapitule un petit peu toutes les recherches sur le domaine, à la fois pour la zone des plateaux du Messac et d'autre part toute la zone du Tassili en Algérie, au sud de l'Algérie, avec des représentations tout à fait caractéristiques et mises en parallèle avec une chronologie au cours des derniers 9 millénaires, donc une grande partie de l'Holocène. On a, à partir de cette période humide africaine qui se termine vers 7000, 6000 ans, avec une transition vers une période beaucoup plus aride, eh bien, on a domestication et transition aussi dans les styles de représentation que l'on peut suivre au cours justement de cette période holocène. Alors c'est ce qui est indiqué ici avec différentes phases à la fois pour les plateaux du Messac et pour les fresques du Tassili, mises en parallèle avec des sites archéologiques. Et les courbes qui sont représentées en haut montrent l'aridification. Ici, il s'agit notamment du nombre en fait, de paléolacs en pourcentage par rapport, pour le Sahara. Et donc, on voit une dégradation progressive pour atteindre un Sahara qui est caractérisé par l'impossibilité complète d'avoir justement cet élevage de bovins et de capridés à l'heure actuelle. Alors, il est aussi intéressant ici, ce qui est résumé sur la partie basse de ce diagramme, ce sont les différentes phases à la fois pré-pastorales et pastorales liées à l'étude de certains sites archéologiques, en particulier un site localisé au Niger, le site de Gobero, que l'on va considérer brièvement. Ici, c'est une vue du site de Gobero actuel au Niger. Donc on est effectivement au centre de cette zone qui était plus verte à l'époque, qui était beaucoup plus arrosée. À l'heure actuelle, c'est totalement désertique, comme vous le montre cette photo aérienne. Et à l'époque, à l'aide de la géologie et de l'étude stratigraphique, il a été possible en fait, de reconstituer l'environnement et de montrer qu'en fait, il y avait des lacs. Les sites archéologiques, les néolithiques de l'époque, les populations néolithiques, étaient installées à proximité de lacs tout à fait caractéristiques que l'on retrouve en fait en fouillant cette zone totalement désertique aujourd'hui. De façon très résumée, ces sociétés du néolithique étaient très tributaires en fait de la pêche. Alors, on retrouve des harpons, des hameçons. On retrouve aussi des coquilles. Il y avait une grosse consommation de moules d'eau douce à l'époque. Et pour la période la plus tardive, un néolithique caractérisé aussi par la fabrication de poteries tout à fait caractéristiques. Et beaucoup aussi de restes humains ont pu être étudiés et ont permis en fait de reconstituer un peu l'environnement de l'époque et les populations installées aux abords de ces lacs, de ces petits lacs, qui sont maintenant totalement évaporés. Alors, pour ce site de Gobero, les chercheurs ont reconstitué une chronologie en fait, des phases d'occupation à partir des différentes évidences, à la fois sur les mollusques qui ont pu être retrouvés dans ces niveaux sédimentaires, les outils qui ont été utilisés et fabriqués par l'homme, les faunes qu'il consommait, qui peuvent être des faunes soit d'espèces sauvages ou d'espèces domestiquées pour la partie la plus tardive. Ici, il s'agit à chaque fois d'une chronologie en fonction du temps en années avant le présent. Donc on part ici de pratiquement 10 000, un peu plus de 10 000 avant le présent. Et les phases d'occupation sont doubles. En fait, il y a deux phases d'occupation qui sont interrompues par une phase d'assèchement et de disparition en fait, des populations. Alors, est-ce que les lacs étaient
étaient absents ou est-ce qu'ils étaient réduits et ils n'ont pas permis justement à ces populations de durer. Il y a encore des incertitudes et des études à réaliser, mais en fait les populations étaient installées en deux phases. Les restes humains en fait permettent aussi de montrer que les populations, il y a eu un remplacement et ce n'étaient pas les mêmes populations qui étaient installées pendant la première phase, la phase la plus précoce, la phase 2, et la phase la plus tardive ici, la phase 3. Mais encore une fois, une chronologie qui est tout à fait en concordance avec ce que nous connaissons sur cette période humide africaine qui a permis à ces populations du Néolithique de s'installer en plein désert et d'adopter pour la phase la plus récente l'élevage donc des néolithiques et la fabrication de céramique. Donc un site tout à fait caractéristique, il y en a d'autres. Il est possible, alors ici il s'agit d'un site plutôt à l'ouest, il est possible aussi d'étudier, c'est ce qui a été fait par des chercheurs, notamment au travers de collaborations entre des paléoclimatologues et des archéologues, d'étudier et de remettre dans leur contexte chronologique des sites archéologiques qui sont, encore une fois, contemporains de la période humide africaine, en Afar, en Éthiopie, tout autour des lacs Abé, lac Tana, source du Nil bleu, nous y reviendrons, et toute la zone des lacs Ziwa et Chala. Lorsque je vous ai parlé des niveaux de lacs pendant la période humide africaine, je vous avais déjà mentionné le lac Abé en Éthiopie. Je vous ai aussi mentionné cette zone qui montre en fait des fluctuations très importantes, plusieurs centaines de mètres. Et c'est à proximité de ces lacs en fait, que les populations d'abord de chasseurs-cueilleurs, puis ensuite d'éleveurs néolithiques se sont installées. Et il a été possible à ces équipes pluridisciplinaires en fait, de reconstituer la chronologie et de la comparer entre les évidences paléoclimatiques et les fouilles archéologiques. Alors, sur ce diagramme synthétique, vous est représenté encore une fois le principal forçage climatique de l'époque, l'insolation, ici l'insolation estivale à 15 nœuds. Donc, on retrouve encore une fois cette lente diminution pendant tout l'Holocène, qui est le moteur finalement avec les rétroactions climatiques que nous avions mentionnées la semaine dernière, mais une période humide africaine qui est liée justement à cette perturbation, et des évidences paléoclimatiques. Ici, pour le lac Tana, il est possible de reconstituer les précipitations du lac Tana et finalement l'apport hydrique de l'époque, à la fois en faisant de la géochimie sur les sédiments ou en mesurant, on en avait parlé abondamment, le rapport deutérium sur hydrogène dans des lipides qui sont contenus dans les sédiments, dans les N-alcanes. Il est possible de reconstituer en fait, des précipitations parce qu'il y a une corrélation entre le rapport deutérium sur hydrogène dans l'atmosphère et les précipitations. Et donc, en les mesurant directement dans ces restes fossilisés dans les sédiments du lac Tana, il a été possible en fait, de reconstituer la chronologie de ces variations hydrologiques et de montrer notamment que la période humide africaine dans cette zone était très humide pendant la première partie et qu'il y a eu une dégradation à partir de l'événement de 8.2 que nous avions 8.2 1000 ans, donc 8.2 K ou 8 K pour faire simple, une dégradation qui s'est ensuite poursuivie avec un autre événement, nous en avions parlé dans des précédents cours, l'événement 4.2, et pour évoluer vers l'environnement que nous connaissons depuis quelques milliers d'années dans cette zone. Le même type de reconstitution avec d'autres outils a pu être effectué pour le système de lacs Ziwa et Chala et le lac Abé. Je vous avais parlé des reconstitutions réalisées par Françoise Gasse dans les années 70. Elles ont été complétées par d'autres études encore. Et ce qui est représenté sur ce diagramme, eh bien, ce sont les fluctuations du niveau du lac Abé, qui est situé un peu plus au nord, dans cette zone de l'Afar éthiopien. Et là, une des surprises, enfin, une des constatations en fait, de ces
de la comparaison entre les évidences archéologiques sur les populations du néolithique, donc d'abord des chasseurs-cueilleurs et ensuite des éleveurs, et que dans cette zone, apparemment, il y a une concentration importante des sites archéologiques pendant les périodes de dégradation de cette période humide africaine. Donc, ce sont les points rouges qui sont représentés sur ces diagrammes. On voit en particulier une abondance de sites archéologiques. Alors, encore une fois, c'est un diagramme qui est très résumé, mais qui montre une concentration de ces sites autour de la période de Wicca et pour la partie la plus récente, après la dégradation, on va dire, un peu finale de cette période humide africaine. Donc une concentration qui montre en fait que les populations dans cette zone très aride se sont concentrées autour des lacs, sont venues se concentrer autour des lacs. Alors il y a encore de nombreuses recherches à effectuer pour retrouver les populations entre les différentes périodes d'installation, mais il y a à la fois transition entre des chasseurs-cueilleurs et des éleveurs, et en même temps une concentration qui est de façon tout à fait caractérisée, liée à certaines dégradations. On retrouve encore une fois cet événement à Wicca qui a une importance à l'échelle mondiale. Et je vous ai parlé des causes ultimes de cet événement. Il faut aller les chercher jusqu'au Canada avec l'effondrement de la calotte laurentide résiduelle, donc un lien avec le niveau de la mer et l'impact climatique du flux d'eau douce en Atlantique Nord. Nous en avions parlé abondamment la semaine dernière, je n'y reviens pas. Donc des populations, encore une fois, qui ont pu être étudiées. Ici, c'est juste pour l'illustration quelques outils taillés, ainsi que des poteries, alors là pour les sites les plus tardifs, tout à fait, qui ont été trouvés dans ces sites archéologiques de l'Afar éthiopien et qui correspondent à ces phases d'aridification et de concentration des populations autour des lacs, de ces lacs assez, dans une zone hyper aride aujourd'hui. Alors, une des caractéristiques lorsqu'on regarde les choses à grande échelle au niveau de l'Afrique, et je vous en ai parlé à la fois en vous montrant les évidences, c'est ce que résume cette carte, et les modélisations qui sont compatibles, comme nous le verrons, comme nous l'avons vu et comme je vais vous le remontrer dans une minute. Il y a une transgressivité en fait de la fin de cette période humide africaine. Lorsque l'on considère les différents sites où il y a de l'information, c'est ce que représente cette carte, et que l'on essaye d'estimer la chronologie et d'estimer notamment la fin de la période humide africaine de façon approximative, en kilos-années, en milliers d'années avant le présent, eh bien, on voit un gradient est-ouest et nord-sud avec une période humide africaine, une fin de la période humide africaine qui est beaucoup plus précoce au nord et à l'est par rapport à ce qui se passe au sud et à l'ouest. Donc ici, l'échelle de couleur correspond à une fin de la période humide africaine qui évolue entre 7000 ans et des périodes beaucoup plus récentes. Cette transgressivité dans le temps et dans l'espace, eh bien, elle est compatible avec les dernières modélisations. Ici, je vous ai décrit notamment une étude qui a été réalisée donc, à l'Institut Max Planck de météorologie à Hambourg, avec des modèles couplés avec la végétation. Et dans ces modélisations numériques, il est possible en fait, de montrer qu'il y a une compatibilité entre ces modélisations climatiques et cet aspect de transgressivité est-ouest en particulier, que l'on retrouve dans cette carte modélisée, compatible avec les données qui sont résumées par les points rouges. Donc la cartographie, elle, représente finalement la même chose avec le même code de couleur, c'est ce qu'ont utilisé ces auteurs, que la carte précédente, avec la date de fin de la période humide africaine qui évolue pratiquement entre 7000 ans à des périodes plus récentes, 4000 ans, 3500 ans, et d'autres zones où cette période humide africaine finalement ne s'est pas terminée. Enfin, on est toujours dans une zone, dans une période qui est relativement humide. Donc une compatibilité, et il est évident que cette transgressivité et cette période humide africaine qui se termine a eu un impact, on le voit localement, là je viens de vous le montrer, je viens de l'illustrer avec des données assez récentes d'archéologie sur la zone de l'Afar éthiopien. Il est possible de regarder ceci dans d'autres zones,
et notamment au niveau de l'Égypte. On voit qu'au cours des millénaires, c'est ce qui avait été résumé dans ces études par Kupper et Kröplin. Stéphane Kröplin était venu faire un séminaire au Collège de France et qui doit être disponible sur le site web du Collège. Pour résumer son étude, ces auteurs avaient réalisé comme ça des cartes évolutives pour différentes périodes, pour montrer que les sites archéologiques, en fonction de cette progression et de cette disparition finalement des précipitations, qui sont résumées ici par les isoprécipitations sur ces cartes, on a une migration au cours du temps, pendant ces trois périodes, 10 500, 9 000 ans, jusqu'à pratiquement 5 500, donc relativement proche du début en fait, de la civilisation de l'Égypte ancienne. On a une migration vers les abords du Nil de tous les sites qui étaient situés au Sahara, avec une impossibilité pour ces éleveurs néolithiques de rester dans ces zones qui devenaient complètement arides, et ils se sont en fait concentrés sur le cours du Nil pour développer, à la fois continuer l'élevage et développer l'agriculture. Donc c'est quelque chose qui est manifeste. Il y a aussi une migration beaucoup plus vers le sud, dans des zones qui étaient beaucoup plus arrosées au sud, notamment au Soudan, mais une concentration qui est manifeste. On voit très clairement une migration et une convergence vers ces abords du Nil. Et c'est 5500 ans avant le présent, c'est très proche en fait des premières de l'unification et des premiers pharaons. Ici, juste pour les besoins de l'illustration, je montre ici une vue partielle de la fameuse palette du roi Narmer, un des premiers pharaons égyptiens, là, qui porte la couronne de la Haute-Égypte. Donc cette Haute-Égypte est représentée ici, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Cette fin de la période humide africaine a conduit à ces populations à se concentrer, et il n'est pas surprenant d'avoir aussi une centralisation politique qui va devenir importante, et un contrôle sur toute la société égyptienne au travers de ces royaumes qui vont ensuite s'unifier au cours du temps. Cette carte, en fait, elle ne présente pas un des aspects importants qu'il faut garder en tête. J'en ai parlé abondamment lors du deuxième cours, c'est que toute cette période du début de l'Holocène, la première moitié de l'Holocène, est caractérisée par un niveau de la mer qui était plus bas que l'actuel, et donc à une montée du niveau marin sur la côte. Donc on s'attendrait, et il y a en fait des sites archéologiques qui sont en fait submergés, que l'on ne peut pas retrouver, enfin qu'il faudrait retrouver en plongeant et en étudiant des évidences sous la mer, ou bien en faisant des carottages. Et c'est quelque chose qu'il faut considérer pour essayer de comprendre, avoir une vue un peu plus complète de toutes ces affaires. C'est ce qui est. Alors, il n'y a pas beaucoup de sites néolithiques bien caractérisés dans cette zone de l'Égypte, notamment au niveau du delta du Nil, comme il y a, on va y revenir, une progression, une progradation, une sédimentation perpétuelle. Les sites, en fait, les sites archéologiques du néolithique, qui sont à l'heure actuelle, qui ont été submergés pendant cette transgression du début de l'Holocène, ils sont à la fois submergés, mais ils sont aussi recouverts de sédiments. Donc il est très difficile de pouvoir les étudier. Fort heureusement, il y a d'autres zones situées à proximité du delta du Nil qui sont caractérisées par une sédimentation qui est beaucoup plus faible et qui permet d'étudier de façon tout à fait détaillée certains sites archéologiques de l'époque,
et qui sont à l'heure actuelle submergés, mais que l'on peut étudier directement en plongée. Ils ne sont pas recouverts de sédiments, ou en tout cas, il est possible, en fouillant directement, de pouvoir les étudier de façon précise. C'est notamment quelque chose qui a été fait sur toute la côte israélienne, entre Haïfa et Atlit. Ici, une cartographie de différents sites archéologiques du néolithique dont nous allons reparler. Je vais reparler de quelques-uns, en particulier au niveau d'Atlit et un site un peu plus au nord, Tel Reiz. Donc il faut imaginer que ces sites correspondent à ces périodes de la période humide africaine sur le continent, et il est possible de considérer aussi leur profondeur et de les comparer. Lorsqu'on fait des datations grâce au carbone 14, il est possible ensuite de reconstituer des fluctuations de ces profondeurs de sites archéologiques en fonction du temps. C'est ce qui est fait sur cette courbe, sur ce panneau, en fait, qui représente une nouvelle fois le niveau de la mer régional au cours du temps, avec la courbe en grisé. J'aurais pu montrer une nouvelle fois la courbe que nous avons établie à Tahiti, qui serait finalement assez peu différente, parce elle indique aussi cette courbe qui est. Encore une fois, je vous ai montré que toutes les courbes de niveau marin étaient un peu différentes suivant la localisation où l'on se plaçait, à cause de la remise en forme des déformations de la Terre liées à ce que l'on appelle le réajustement isostatique post-glaciaire. Mais en première approximation, lorsque les zones sont peu affectées par ce rebond isostatique post-glaciaire, eh bien, on retrouve des choses qui sont assez communes, notamment pour Tahiti, on se retrouve ici vers aussi des profondeurs de l'ordre d'une quarantaine de mètres. C'est vrai donc au niveau de la côte égyptienne, la côte israélienne, et donc il est possible ensuite, en fouillant les sites archéologiques submergés, de les représenter sur une courbe de niveau de la mer et de montrer qu'il y a une cohérence avec la profondeur d'observation et l'évolution du niveau de la mer qui a submergé ces sites au cours du néolithique depuis pratiquement 9000 ans avant le présent jusqu'à 4000 ans avec un niveau de la mer qui est quasiment le même que l'actuel. Alors, ce site, on va commencer par un des sites, le site d'Atlit-Yam, qui est situé près d'Atlit, près de la baie d'Atlit. Ici, vous avez juste une vue satellite en fait, de la baie d'Atlit, avec la zone ici représentée sur la partie gauche, qui montre une carte en fait, de tous les artefacts, de toutes les constructions, de toutes les structures qui ont été trouvées par plongée sous-marine. C'est donc un site qui, à l'heure actuelle, est situé à 10 mètres, entre 10 et 15 mètres en dessous du niveau marin actuel. Donc il a fallu des années de plongée pour cartographier les différentes structures d'habitat, parce qu'il s'agit en fait d'un village néolithique. Et dans ce site archéologique, il a été possible de retrouver notamment des structures complexes, comme nous allons le voir, et de pouvoir fouiller et de retrouver des évidences archéologiques pour reconstituer un petit peu à la fois la population et le mode de vie de ces populations du néolithique pré-céramique. Dans ce cas-là, il s'agit de populations qui sont attribuées à ce que l'on appelle le PPNC, donc le néolithique pré-céramique C. Pour être précis, il y a notamment sous l'eau donc une vue sous-marine d'une structure mégalithique avec sa reconstitution qui est représentée en bas, qui est il s'agit d'une enceinte mégalithique, un petit peu comme un cromlech. Je vous ai montré, lorsque je vous ai parlé de l'évolution du niveau marin au cours du temps, je vous ai parlé du golfe du Morbihan et du double cromlech, enfin, d'une double enceinte mégalithique qui est actuellement partiellement submergée. Ne subsiste en fait que la partie la plus haute du deuxième cromlech, enfin, de la deuxième enceinte, de la petite île d'Erlanik. Eh bien, c'est exactement le même phénomène. Dans ce cas-là, le site est complètement submergé, a été complètement submergé par la montée du niveau marin post-glaciaire.
Donc on retrouve donc des mégalithes et des structures de construction, et notamment de façon, quelque chose de tout à fait significatif, un puits, le puits d'Atlitiam, qui est représenté ici. Donc une photo, alors il y a des sacs de sable qui ont été utilisés pour stabiliser les fouilles, parce qu'en fait ce puits était au départ comblé, et il a été fouillé. On voit qu'il est appareillé avec des blocs de pierre. Ici, vous avez une coupe de ce fameux site, de ce puits, qui est situé à l'heure actuelle. Son ouverture est à peu près à moins 10 mètres par rapport au niveau de la mer actuelle, et il y a à peu près 4-5 mètres en fait, de profondeur avec un appareillage, et surtout aussi des évidences pour une modification du puits au cours de son utilisation. Il y a apparemment, le puits a été rehaussé avec des pierres à une certaine période, et ceci est lié aussi au niveau marin. Ce sont les interprétations qui sont données par les archéologues, que finalement ce puits a été au cours du temps perturbé par la montée du niveau de la mer qui est venue apporter du sel, et donc le puits a été rehaussé. Ici, vous avez une vue très simplifiée en fait, de la configuration du puits à l'époque d'Atlitiam. Le village était situé au-dessus du niveau marin. Le niveau marin, à cette époque, était à peu près à moins 15 mètres, donc en dessous de la position du village, en dessous de l'ouverture du puits, bien évidemment, et la nappe phréatique était située à peu près à moins 5 mètres, mais pendant cette transgression marine progressive, encore une fois, à l'époque, le niveau de la mer évoluait avec des vitesses de l'ordre de pratiquement 6 mm par an, donc une évolution qui est pratiquement le double de ce que nous observons à l'heure actuelle. Ce niveau de la mer qui évoluait au cours du temps a perturbé et a salinisé l'eau, et donc il y a eu un abandon, d'une part un essai de rehaussement de ce puits, et ensuite un abandon à la fois du puits et ensuite du village à cause de cette transgression marine tout à fait caractéristique. Dans le puits et autour, de nombreuses fouilles archéologiques ont permis de récolter de nombreux objets qui permettent en fait de reconstituer la vie de tous les jours à l'époque. L'alimentation en fait des populations de l'époque était essentiellement fondée sur la pêche. Donc on retrouve notamment des hameçons, des aiguilles qui permettaient de réparer les filets, des poids aussi qui permettaient de stabiliser les filets dans l'eau. Donc beaucoup d'évidence en fait du mode de vie de l'époque, et qui était aussi fondé sur l'agriculture et sur l'élevage, parce que dans le puits, il a été possible de retrouver à la fois des restes d'animaux et ici des photos qui vous montrent en fait des grains de blé, des graines de figues aussi, des noyaux d'olive et des ossements d'animaux, à la fois quelques animaux assez rares, sauvages, gazelles, daims, etc., étaient consommés, mais l'alimentation était essentiellement fondée sur le bœuf domestique, les capridés, cochons à la fois sauvages et domestiques, et encore une fois, aussi domestication du chien. Donc une combinaison à la fois de pêche, d'agriculture et d'élevage, tout à fait caractéristique des populations de l'époque. Il faut imaginer donc pendant toute cette période post-glaciaire, le niveau de la mer augmente, et il a été possible, je vous ai montré sur la carte entre Atlit et Haïfa, toute une série de sites qui sont submergés. Ici, un autre site tout à fait intéressant, situé un peu plus haut, donc plus tardif, un site d'habitation, le site de Tel Reiz, qui correspond à une période plus récente, donc d'une population du néolithique céramique, ici vers 7500 avant le présent,
et une cartographie du site, qui est moins riche que celui d'Atlitiam, mais qui a permis de reconstituer, de retrouver. Alors ici, les profondeurs sont moindres, elles sont de l'ordre de, c'est ce qui est indiqué ici, entre 1, 2, 3, 4 mètres de profondeur, mais encore une fois, toute la zone est submergée à l'heure actuelle. Et les zones d'habitation, les structures d'habitation sont localisées dans cette zone. Et ce qui est tout à fait étonnant dans ce site de Telrei, c'est la présence en fait d'un mur d'une centaine de mètres situé en contrebas de la zone d'habitation, un long mur étiré avec des structures particulières qui n'avaient pas de connexion évidente avec le village. Et en fait, l'hypothèse et l'interprétation des archéologues, notamment Déoud Galili sur ce mur, et que c'était un mur de protection qui était destiné à protéger le village contre les vagues, l'érosion marine et donc la montée du niveau marin qui était observée par les néolithiques de l'époque. Donc des structures qui étaient tout à fait conséquentes. Il faut imaginer donc une centaine de mètres, un mur d'une centaine de mètres qui, bien évidemment, était destiné à être submergé. C'était un peu une défense dérisoire quand on regarde la période dans son ensemble, mais elle a probablement servi à éviter et à diminuer et à protéger le village pendant une certaine période avant que celui-ci ne soit abandonné pour aller s'installer dans d'autres zones. Donc il faut imaginer que, si encore, un village avec une vue qui représente une simplification de cette configuration du mur de protection par rapport du village de Telrei actuellement submergé. Donc on retrouve à 7 mètres sous l'eau, le niveau de la mer était à l'époque 7 mètres en dessous de l'actuel. Le mur protecteur était situé vers moins 4 mètres et le village était, il n'est pas représenté ici, mais il était implanté sur la partie plus haute et une vue ici en coupe, donc un mur protecteur, seawall, qui a permis pendant quelque temps de protéger ce village avant la submersion globale pendant la période la plus tardive du néolithique. Donc des sites archéologiques de cette zone entre Atlit et Haïfa qui permettent une comparaison finalement de la montée post-glaciaire du niveau marin dans cette zone, qui est représentée encore une fois par cette courbe, et différents sites archéologiques. On retrouve ici donc, le site d'Atlitiam avec son puits. Ici, le mur d'enceinte était localisé au-dessus du niveau marin de l'époque. C'est ce qui est représenté ici. Et il a été ensuite submergé, on peut même le calculer, vers 6000 ans avant le présent, si on en croit cette évolution temporelle du niveau marin. Et tous ces sites sont, à l'heure actuelle, submergés. Donc il faut avoir en tête que ces sites archéologiques de la côte israélienne, eh bien, il y en avait finalement partout aussi, à la fois au niveau du delta du Nil, mais aussi à l'est et à l'ouest. Et donc, mais bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup d'évidence à l'heure actuelle, et c'est quelque chose qui attend finalement les archéologues futurs. Il y a probablement de très nombreux sites qui vont être découverts dans cette zone. Donc, après vous avoir parlé des sites archéologiques submergés et de la migration des populations du désert vers les abords en fait, du Nil, je vais maintenant aborder de façon un peu plus détaillée ce qui s'est passé au niveau du delta du Nil, que je vous représente ici. Bon, c'est juste pour faire quelques rappels. Ici, vous avez une représentation cartographique du delta du Nil avec les zones qui sont relativement proches du niveau de la mer actuelle, qui sont représentées ici en marron. Et ce Nil est caractérisé par un lit jusqu'au Caire et une division au niveau du delta en essentiellement deux branches à l'heure actuelle, qu'on appelle la branche de Rosette à l'ouest et la branche de Damiette à l'est, avec une ville du Caire installée au sud de ce delta. Et ce qu'il faut ici, sont présentés aussi différents canaux actuels qui ont été construits à différentes époques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à l'époque de l'Égypte
ancienne, dans l'Antiquité, le Nil était caractérisé par 7 branches qui sont représentées sur cette vue. Et les branches actuelles, les 2 branches Rosette et Damiette étaient présentes à l'époque, mais il y en avait d'autres. Mais globalement, donc un Nil qui se divise, un fleuve Nil qui se divise en 7 dans ce grand delta qu'il est possible d'étudier. Alors, un petit rappel sur le fait qu'un delta est créé finalement par l'apport sédimentaire d'un fleuve. Et ce qui caractérise, je vous l'ai dit, le delta, c'est une progradation, c'est-à-dire une avancée vers la mer. Il y a formation d'un cône d'alluvion, ici une vue schématique de principe, une vue en plan du flux de rivières qui déposent des sédiments qui se répartissent sous l'eau sous la forme d'un cône alluvial qui peut aller très loin au nord, suivant le flux et l'abondance des sédiments transportés par le fleuve, et donc une progression vers le large au cours du temps, ce qu'on appelle une progradation, à cause de cette charge sédimentaire qui va petit à petit se déposer. C'est pour cela que les sites archéologiques des installations néolithiques de l'époque sont maintenant en fait recouvertes de sédiments. Et pour les fouiller, il faudra à la fois des carottages ou un prélèvement qui est beaucoup plus compliqué que les observations que je viens de vous mentionner pour la zone localisée entre Haïfa et Atlit, où il est possible, en plongée directement, d'observer les sites archéologiques du néolithique de l'époque. Alors, une des caractéristiques aussi d'un delta, c'est que tous ces sédiments pèsent et ont tendance à s'affaisser. C'est ce qu'on appelle le phénomène de subsidence. C'est ce qu'il est possible d'étudier et qui est représenté sur la partie droite de ce diagramme à partir de nombreux carottages qui ont été effectués dans tout le delta du Nil. Il est possible en fait de comparer la position des points qui représentent le niveau de la mer de l'époque en fonction de l'âge, et tous ces points, en fait, tous ces prélèvements sont en fait en dessous du niveau de la mer, de l'évolution du niveau de la mer qui est reconstituée pour la zone, qui est représentée ici sous la forme de la courbe grise, mais qui est en fait équivalente à la courbe pour la côte israélienne. La zone géographique régionale fait que les caractéristiques du rebond isostatique post-glaciaire sont similaires, donc on s'attendrait à avoir des points alignés qui soient directement sur la courbe de niveau de la mer, représenté ici. Or, tous les points, comme vous le voyez, sont situés en dessous, et c'est lié. C'est le fait que ces indicateurs du niveau de la mer mesurés et datés dans ces différentes carottes sont situés en dessous, c'est lié au fait qu'il y a un phénomène supplémentaire d'une composante qui est liée à la subsidence, à l'affaissement, ce qu'on appelle un taux de subsidence, que l'on peut, à partir de ces données, reconstituer au cours du temps et qui est représenté pour le delta du Nil sur le diagramme du bas, avec des taux de subsidence qui peuvent être très élevés à l'heure actuelle, pour la période la plus récente, avec des taux de subsidence de l'ordre de pratiquement 5 mm par an d'affaissement. Donc ce sont des choses qu'il faut à la fois il faut considérer, lorsque l'on regarde l'évolution du trait de côte, il faut à la fois considérer des phénomènes globaux comme la remontée du niveau marin post-glaciaire, mais aussi des phénomènes locaux qui ne sont pas d'ordre tectonique, là, qui sont liés à des phénomènes juste de subsidence sédimentaire, mais qui sont importants à prendre en compte pour étudier l'évolution du trait de côte et notamment l'évolution de la géomorphologie du delta. Alors c'est ce qui a été réalisé par plusieurs équipes de géomorphologues qui ont étudié finement la topographie, les carottages réalisés dans de nombreuses zones du delta du Nil, et ils ont permis toutes ces études géomorphologiques ont permis d'étudier, de reconstituer une évolution temporelle en fait, de l'environnement depuis le début de l'Holocène, ou au moins sur cette vue depuis 8000 ans avant le présent, pour montrer qu'il y a eu une réponse géomorphologique
d'une part à la transgression marine post-glaciaire, qui était tout à fait importante. Depuis 10 000 ans, on a vu que le niveau de la mer est passé de moins 40 mètres jusqu'à retrouver le niveau de la mer actuel vers 5 000, 4 000 ans avant le présent, et en même temps au flux sédimentaire du Nil qui, comme on va le voir, a eu tendance à diminuer après la période humide africaine. Et donc la combinaison de ces deux, de cette transgression marine post-glaciaire et de cette diminution du flux sédimentaire du Nil, a influencé en fait la géomorphologie du delta, ce qui est représenté de façon imagée avec ces cartographies. On est passé d'un environnement caractérisé par, bon, ici les couleurs vertes et jaunes, par des buttes de sable qui sont appelés communément par les archéologues des dos de tortue, turtlebacks en anglais, et des zones très marécageuses, caractérisées aussi par beaucoup de crevasses et une anastomose des cours d'eau, c'est-à-dire beaucoup de cours d'eau et une zone marécageuse, une transition vers l'établissement d'un delta beaucoup mieux drainé, avec quelques, on a vu une demi-douzaine ou 7 branches, comme on le verra dans l'Antiquité, comme on l'a vu pour l'Antiquité égyptienne. Donc on a une transition entre ces deux états, ce qui est appelé en anglais là, le Large Scale Crevassing, LSC, vers un delta, pour la période plus tardive, vers 5000 ans avant le présent, un delta caractérisé par un débit différent et une zone mieux drainée, avec des branches bien individualisées qui présentent des méandres. Donc c'est ce qui est représenté ici par les couleurs bleues, meandering. Donc pour illustrer les deux types de géomorphologie, je vous montre ici, tiré des mêmes études, un diagramme de principe en fait, qui montre les deux membres extrêmes, enfin les deux géomorphologies contrastées. Pendant la période précoce, un environnement avec un cours d'eau qui présente d'innombrables petites branches, donc un cours d'eau qui est anastomosé, et des zones marécageuses, mal drainées, des zones de crevasses, et on passe donc au cours des millénaires à un delta beaucoup mieux drainé, avec des zones beaucoup moins marécageuses et un cours d'eau qui va s'organiser beaucoup plus en branches individualisées avec de larges méandres, c'est ce qui est indiqué ici. Donc on passe pendant ces millénaires de façon progressive, pas de façon instantanée naturellement, d'une situation qui est représentée en haut à gauche à la situation actuelle finalement, avec un cours d'eau mieux drainé, ce qui va permettre en fait, toute cette partie va permettre en fait l'agriculture. C'est un des points importants du débat, c'est que cette transition géomorphologique qui est liée à la fois à la remontée du niveau marin post-glaciaire et au flux sédimentaire du Nil qui a tendance à diminuer pendant toute la période, va finalement avoir une influence sur la possibilité de faire de l'élevage et de l'agriculture dans cette zone, qui va devenir beaucoup mieux drainée. Alors c'est une des thèses en fait, de ces travaux qui peut être résumée sur ce diagramme temporel qui évolue depuis 7000 ans jusqu'à 4500 ans avant le présent. Donc il s'agit d'une petite fenêtre temporelle à la fin de la période humide africaine et jusqu'au début de la période pharaonique ici, où l'on voit que dans la zone du delta, eh bien, on a cette transition entre les deux géomorphologies. On est passé donc d'une zone mal drainée et très marécageuse, peu propice à l'agriculture, à un delta beaucoup mieux organisé, avec ici c'est symbolisé en fait par ces petits diagrammes, un cours d'eau ici caractérisé par d'innombrables petites branches vers un cours d'eau mieux organisé, notamment avec un premier nœud au niveau de la ville de Memphis, qui est située au sud du Caire, avec la célèbre
nécropole de Saqqara. Et donc, la raison, c'est une des thèses de cette étude, c'est qu'il y a eu un déterminisme géomorphologique sur la transition de la pêche vers une économie fondée sur l'agriculture et l'élevage, qui est liée justement à cette transformation écologique et géomorphologique, et en même temps, c'est ce qui aurait permis une centralisation beaucoup plus importante au niveau de la ville de Memphis, qui était la capitale de l'époque, avec une influence justement sur cette centralisation égyptienne, en tout cas pour la zone de ce que l'on appelle la Basse-Égypte. Alors, il y a évidemment des phénomènes qui sont très complexes lorsque l'on regarde la réponse sociétale à ces évolutions de l'environnement. C'est ce qui est résumé en fait par les auteurs sur ce diagramme compliqué, mais qui montre en fait, qui résume leur thèse avec d'une part des causes qui sont d'ordre géologique, avec cette transition liée, encore une fois, au niveau marin et aux flux sédimentaires, une transition géomorphologique qui va permettre l'adoption d'un autre mode de fonctionnement, un autre mode de vie. On passe d'une société essentiellement fondée sur la pêche vers une société basée sur l'agriculture et l'élevage, ce qui a donc eu comme conséquence d'augmenter encore la sédentarisation, ce qui a permis aussi à la population de croître au point de vue numérique. Et en fait, une des thèses de ces travaux est que ça a permis finalement une convergence du style de vie des populations néolithiques de Basse-Égypte avec celle de Haute-Égypte, qui est représentée sur ce diagramme sur la partie gauche. Ici, vous aviez représenté la couronne de Haute-Égypte. La couronne de Basse-Égypte est ici. Donc on a, à cause de ce déterminisme, de ces causes environnementales, un impact en fait sur les sociétés qui ont, alors au travers de réponses qui vont être complexes quand on regarde les détails, mais une tendance qui va aller vers une centralisation au niveau de la ville de Memphis, c'est ce qui est indiqué ici dans ce diagramme. Il y a aussi une raison à cette centralisation au niveau du nœud sur un cours d'eau, un delta qui est mieux organisé avec quelques branches et notamment une ville qui peut tout contrôler au sud du delta, et une convergence de ce style de vie qui va permettre au final l'émergence et l'unification des deux Égyptes, et la prééminence pendant tout un temps de la ville de Memphis sur cette période ancienne de l'Égypte. Donc c'est une des thèses, encore une fois, il faut se garder de trop aller dans un excès de déterminisme environnemental, mais il y a des causes qui sont indéniables et qui ont probablement permis qui sont locales, qui sont d'ordre régional, et qui ont permis justement cette complexification et cette centralisation de la population égyptienne, et donc de la formation d'un empire à la fois au sud et au nord, et ensuite une unification. Alors l'importance en fait du Nil et de l'irrigation, notamment pour l'agriculture, elle peut être illustrée par des objets et des représentations de l'époque. Ici, une représentation très précoce. Ici, il s'agit de la fameuse tête de massue qui représente le roi Scorpion II, qui effectue un rituel pour ouvrir un canal d'irrigation. Alors, c'est quelque chose qui date à peu près de plus de 5000 ans avant le présent. Donc on est exactement dans ces périodes-là. Alors pour la petite histoire, là notre roi Scorpion, qui est indiqué ici, le magnifique Scorpion, il tient une houe et il participe à l'ouverture d'un canal d'irrigation avec des serviteurs qui vont collecter la terre que le roi a prélevée pour ouvrir
ce canal. Alors, la représentation de droite résume un peu l'affaire. On voit mieux encore que sur cette photo le canal et tout le travail d'irrigation avec le serviteur qui collecte la terre recueillie par le roi, qui, dans ce cas-là, encore une fois, est couronné de cette fameuse couronne de la Haute-Égypte, la couronne blanche. Le Nil était d'une importance fondamentale en fait, pour l'économie égyptienne. C'était vrai à la fois pour le delta et pour la partie de la Haute-Égypte. Toute l'agriculture était fondée sur les crues du Nil qui apportaient un limon, comme nous allons le voir, en provenance de très loin dans le sud. On va parler en fait, des sources du Nil dans un moment. Mais ce Nil était fondamental dans l'économie égyptienne. Ici, quelques vues qui résument et qui illustrent l'importance du Nil. Il était personnifié, le fleuve était personnifié par une divinité qui était à la fois femme et homme, la divinité Hapi, qui est représentée ici. Et le Nil était scruté et même documenté de façon quasi scientifique. Ici, vous avez une photo du fameux nilomètre d'Assouan. Et ici, on a même accès, pour l'Antiquité tardive, à des enregistrements de la qualité des enregistrements semi-quantitatifs de la qualité de la crue du Nil, qui était fondamentale en fait pour l'agriculture. Ici, il s'agit d'un diagramme qui représente de façon imagée et de façon semi-quantitative, avec une échelle de qualité de cette crue au cours du temps pour la période tardive, à une période où l'Égypte était en fait le grenier à blé de l'Empire romain, et donc c'était fondamental de contrôler et sinon de comprendre, au moins d'évaluer chaque année l'évolution de cette crue du Nil. Donc quelque chose d'absolument fondamental pour l'économie du pays. Alors le Nil, où, comme on l'a vu, les populations néolithiques se sont agglomérées pendant la période entre 7000 et 5000 ans avant le présent. C'est un très long fleuve, c'est le plus long fleuve du monde. Alors il y a encore des débats pour savoir si l'Amazone est un tout petit peu plus long ou un peu plus court. Encore une fois, il y a des débats un peu arbitraires sur les différents affluents de ces deux fleuves, mais le Nil, quand on le regarde comme ça, vu par un satellite, c'est essentiellement un très long fleuve qui s'écoule au milieu du désert, on le voit ici, on voit ici la zone du delta, très verte, et un cours du Nil qui serpente entre le désert, on en reparlera, la zone du Fayoum, l'oasis du Fayoum, mais essentiellement un cours du Nil et des zones cultivables et cultivées, vraiment confinées aux abords du Nil. Alors pour la période actuelle, comme il y a au niveau d'Assouan, le Nil est barré par le barrage d'Assouan, donc qui a formé le lac Nasser, que l'on voit, que l'on discerne ici. Mais bon, il faut imaginer que c'est quelque chose qui n'existait pas, évidemment, dans l'Antiquité. Donc, une possibilité de cultiver sur une grande longueur de ce Nil. Et ce Nil, en fait, ces sources vont beaucoup plus au sud que cette vue ne le montre. En fait, j'ai représenté sur la partie droite, je montre ici deux cartographies qui vous montre le cours du Nil pratiquement depuis son origine, beaucoup plus au sud, jusqu'à l'hémisphère sud. Ici, on va jusqu'au lac Victoria pour une partie du Nil. Et en fait, le bassin versant est absolument gigantesque. En fait, toute cette partie-là, la photo correspond finalement à la partie haute de cette carte. Et le Nil provient de bien plus loin. Donc on voit à la fois des wadis qui contribuent au Nil dans la partie désertique, mais ensuite on voit la confluence en fait de trois fleuves essentiels, ce qu'on appelle le Nil blanc, qui prend sa source au niveau du lac Victoria, donc en Tanzanie. Donc on est très loin dans l'hémisphère sud. On est même dans l'hémisphère sud. Le Nil bleu qui prend sa source au niveau du lac Tana, dont nous avons déjà parlé.
en Éthiopie, et un autre affluent du Nil, l'Atbara, qui est localisé ici. Et donc, ce sont toutes ces contributions qui expliquent les fluctuations du Nil, ses crues, et l'apport sédimentaire au cours du temps qui va varier, comme nous allons le voir, et qui répond finalement à cette période humide africaine qui se résume finalement à une migration vers le nord de la zone de convergence intertropicale et une intensification des pluies. Alors c'est ce qui est représenté ici pour une carte de principe qui reprend cette zone géographique. Ce qui est représenté, c'est d'une part, encore une fois, le bassin versant du Nil. On reconnaît encore une fois le lac Victoria. Le lac Tana est ici. Et la zone de convergence intertropicale, cette zone de confrontation des cellules de Hadley et cet équateur météorologique, cette zone de basse pression estivale où il y a précipitations importantes, qui sont représentées ici, avec le code de couleur ou le code de grisé. La situation en été est localisée ici, au niveau des sources du Nil. Et à l'époque, pendant le maximum de l'Holocène, pendant ce maximum de la période humide de l'Holocène, eh bien, cette zone de convergence était localisée beaucoup plus haut en latitude, et donc on s'attend à avoir des changements très importants dans les apports du Nil pendant toute la période Holocène, pendant toute la première partie de la période Holocène. Alors c'est effectivement ce qui a été étudié dans nos nombreux sites. Ici, je vais commencer par vous présenter d'un travail récent des évidences provenant en fait du site de l'oasis du Fayoum, qui est localisé pas très loin du Caire en fait. C'est un oasis qui est localisé à ce niveau-là. À l'époque, l'oasis était beaucoup plus étendu, était constitué par un lac beaucoup plus étendu. À l'heure actuelle, il y a un petit lac qui s'appelle le lac Karoun, ou lac Moueris. Et à l'époque, ce lac occupait beaucoup plus de place, et il est possible en fait, d'étudier les sédiments en faisant des carottages. C'est ce qui a été fait pour cette étude récente, qui montre ensuite, en ayant des reconstitutions temporelles à partir de sédiments étudiés et datés, il est possible de reconstituer l'évolution temporelle de l'hydrologie du lac, le niveau du lac, c'est ce qui est présenté sur ce diagramme, au cours du temps, depuis pratiquement le début de l'Holocène, vers 10 000 ans avant le présent, jusqu'à la période actuelle. Alors, ce qui a pu être étudié dans ces sédiments, ce sont notamment les grains de quartz qui sont tout à fait caractéristiques. Il est possible, en regardant juste leur morphologie, en faisant de la morphoscopie de ces quartz, il est possible de distinguer les sables d'origine désertique qui sont transportés par les vents du désert, des quartz qui sont beaucoup plus anguleux, qui sont transportés par le fleuve. Et il est possible, en faisant juste le rapport entre ces deux différents types de quartz, eh bien, de reconstituer la variabilité dans le temps de la période humide africaine. C'est ce qui a été fait dans cette étude. Vous avez, pour le diagramme du haut, une représentation du rapport entre ces deux types de quartz. Donc pendant toute la période humide africaine, le rapport est très bas. Et toutes les périodes d'aridification sont signalées, se signalent dans le diagramme par des maxima. On retrouve encore une fois, vers un peu plus que 4000 ans avant le présent, une période humide africaine qui se termine avec une aridification importante que l'on peut retrouver aussi avec d'autres minéraux dans les sédiments, en particulier des minéraux évaporitiques. Donc des évidences qui sont tout à fait cohérentes avec l'évolution du niveau du lac qui a tendance à diminuer et pour converger vers le lac résiduel que l'on voit aujourd'hui. Donc des évidences qui montrent l'évolution du Nil et de l'hydrologie de la zone au niveau du Fayoum. Il est possible aussi d'étudier la variabilité dans le temps des fluctuations du flux du Nil en considérant des sédiments, des carottes sédimentaires qui ont été prélevées
au large du Nil, en Méditerranée, au niveau du pro-delta, pour avoir une certaine continuité temporelle. Si l'on fait des carottages dans le delta, eh bien, la période couverte est généralement assez faible, donc il est généralement important d'aller un peu plus loin. Et c'est ce qui a été fait par plusieurs équipes, dont celle du CEREJ de mon laboratoire à Aix-en-Provence, qui nous ont permis, en collaboration avec d'autres équipes, de reconstituer les fluctuations au cours du temps de ce flux du Nil. Alors, d'une étude importante et tirer ce résumé que j'avais déjà montré lorsque j'ai abordé ce que l'on appelle la période humide africaine et sa relation avec le dépôt de sapropel. Ici, vous avez tiré d'une des carottes l'évolution temporelle de plusieurs indicateurs au cours du temps, depuis le début de l'Holocène, depuis pratiquement 12 000 ans avant le présent jusqu'à l'actuel. On a un indicateur qui nous permet de reconstituer les salinités au large du Nil, qui peuvent être directement estimées à partir du rapport isotopique O18 sur O16 mesuré dans certains foraminifères, donc des organismes du phytoplancton que l'on va retrouver, ce sont des organismes calcaires que l'on retrouve dans les sédiments, et il est possible, en faisant des mesures de ce rapport O18 sur O16, d'estimer les salinités et de voir que, essentiellement, cette période humide africaine est caractérisée par une diminution de la salinité, le delta O18 ou le rapport O18 sur O16 étant inversement corrélé avec la salinité. Ici, il y a une échelle renversée, ce qui fait que la salinité diminue lorsque on a une diminution de ce delta O18. Alors, il y a d'autres indicateurs, des rapports élémentaires qui nous permettent de suivre l'évolution des sédiments apportés par le Nil. Il y a aussi d'autres évidences dans les sédiments. Il y a une augmentation de certains éléments chimiques, par exemple le barium, qui signalent, qui sont des indicateurs, en tout cas pour ce rapport barium sur aluminium, est un indicateur de la productivité marine du phytoplancton, du plancton en général. Donc l'apport du Nil a favorisé la productivité pendant toute la période humide africaine, qui est donc située ici entre 10 000 et 5 000 ans avant le présent. Et ce que l'on retrouve aussi, c'est une abondance en fait, de matière organique dans le sédiment, et donc ce fameux sapropel qui est lié justement à cette période humide africaine avec, encore une fois, une causalité et des effets sur l'hydrologie de la zone de la Méditerranée de l'Est. Je n'y reviens pas, on l'avait vu dans les précédents cours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en profondeur, cette période humide africaine et ce sapropel est caractérisée justement par une anoxie du sédiment et des couches profondes de la Méditerranée avec dépôt de concentration de certains éléments chimiques sensibles aux conditions redox. Donc on avait à la fois une productivité beaucoup plus importante en surface, une stratification des eaux à cause justement en particulier de cet apport du Nil, et cette stratification plus productivité exacerbée ont entraîné des conditions suboxiques avec un appauvrissement de la teneur en oxygène et une préservation de la matière organique et un dépôt aussi de certains éléments chimiques sensibles aux conditions redox, comme le vanadium, on a vu le cas de l'uranium et le molybdène aussi. Donc là, on retrouve très bien dans cette carotte située au large du Nil les différentes périodes qui montrent en fait que le débit avait beaucoup évolué et a participé justement à ce dépôt de sapropel. Ce qui est aussi caractéristique, c'est que l'on retrouve une interruption vers 8000 ans qui est complètement liée à cet événement de 8000 ans avant le présent, que l'on retrouve à la fois dans les sites archéologiques et dans les évidences à la fois à terre et en mer. Donc il est possible d'aller encore plus proche du Nil, mais dans ce cas-là, la continuité temporelle est moindre, mais tiré d'une étude encore plus récente, donc il est possible de suivre en fait, cette baisse de salinité à partir de sédiments relativement proches du delta,
c'est ce qui a été fait par une autre équipe, avec toujours une estimation de l'augmentation de la salinité, donc cette évolution au cours du temps depuis 10 000 ans avant le présent jusqu'à l'actuel, de la salinité étudiée à partir de cet indicateur O18 sur O16 qui est corrélé à la salinité dans les masses d'eau. Alors encore une fois, il s'agit de mesures réalisées sur des foraminifères, sur du carbonate, mais qui permettent de reconstituer semi-quantitativement les salinités de l'époque et de mettre en évidence le fait que jusqu'à 8000 ans, eh bien, les salinités étaient beaucoup plus faibles et qu'on a une lente dégradation pour évoluer vers une plus forte salinité après la fin de cette période humide africaine. Donc, dans ces sédiments, il est possible d'étudier d'autres éléments, comme nous allons le voir, et notamment pour essayer de distinguer l'apport des différentes sources du Nil. Alors, je vous ai parlé, quand on a vu le bassin versant, je vous ai parlé des différents contributeurs ou des différents fleuves qui participaient, enfin qui contribuent au fleuve Nil tel qu'on le voit au niveau du Caire. Et c'est ce qui est rappelé, encore une fois, sur cette nouvelle carte du bassin versant, où on a à la fois le bassin versant du Nil blanc, représenté ici en vert clair, le Nil bleu qui démarre au lac Tana, représenté ici en bleu, l'Atbara, représenté ici en rose, et ensuite le cours du Nil, à partir de la confluence de Khartoum, est représenté ici en jaune, avec ce qui est appelé ici le Nil du désert, avec des contributions venant de certains wadis saisonniers. Et le Nil est ensuite suit son cours dans sa vallée avec les différentes cataractes. Alors, ce qui est important, c'est que les principales contributions, donc le Nil blanc et le Nil bleu, se caractérisent par une saisonnalité et un apport sédimentaire et un apport hydrique qui sont très différents. C'est ce qui est résumé sur ces diagrammes, qui sont des diagrammes climatiques pour la zone du Nil, du débit de ce fleuve. Au cours des saisons, on a une certaine variabilité, mais globalement, il y a un apport important du Nil blanc, qui est représenté ici au cours des saisons de janvier jusqu'à décembre, qui est relativement constant, alors que les contributions du Nil bleu, qui sont représentées ici en gris clair, ainsi aussi que celles de l'Atbara, sont beaucoup plus saisonnières, comme on le voit, elles sont concentrées sur une période de l'année, et ce sont elles, en fait, qui sont responsables des crues du Nil telles qu'elles étaient vécues avant la construction, notamment du barrage d'Assouan. Mais et ce qui est représenté sur la partie droite, c'est, de façon très résumée, le flux d'eau, exprimé ici en kilomètres cubes par an, qui, globalement, vient principalement du Nil bleu, avec une contribution moindre du Nil blanc et 2 fois inférieure de l'Atbara. Mais lorsque l'on considère les sédiments qui sont transportés par ces différents contributeurs, on voit que le transport en fait, par le Nil blanc est très faible, c'est d'ailleurs l'origine du nom, et le Nil bleu représente plus de 60%, et à eux deux, Atbara et Nil bleu, qui drainent en fait des zones particulières provenant de l'Éthiopie, drainent en fait des zones qui vont se charger en matière particulière, qui va se déposer à la fois dans tout le cours du Nil et au niveau du delta. Alors ici, pour des besoins de l'illustration, donc, comme je vous l'ai dit, la confluence du Nil bleu et du Nil blanc elle a lieu à Khartoum. Ici, vous avez une photographie qui montre justement cette confluence avec le Nil bleu ici à gauche, le Nil blanc est ici à droite. Bien évidemment, la photo est inversée par rapport à cette figure. Donc on reconnaît, même visuellement, juste en faisant une photographie, en considérant la couleur des deux fleuves, on voit très nettement que le transport de particules, c'est ça qui donne ces différentes couleurs, est très différent. Et c'est ça qui est aussi très important et très saisonnier dans le cas du Nil bleu, ce qui explique les crues du Nil périodiques, et donc très importante pour apporter du limon aux Égyptiens et aux populations du néolithique tardif qui étaient installées au niveau du cours du Nil.
Alors, il est possible, à l'aide de certains marqueurs chimiques et isotopiques, de reconstituer, en faisant des prélèvements dans les sédiments marins ou dans les sédiments du delta du Nil, il est possible en fait d'étudier la contribution au cours du temps, la variation au cours du temps, de la contribution de ces différents fleuves qui drainent en fait des roches géologiques très différentes. Ici, une petite carte géologique qui vous montre de façon très simplifiée la géologie de la zone depuis le delta jusqu'au lac Tana et aux sources du Nil blanc. On voit en particulier que l'Atbara et le Nil bleu vont drainer des roches qui sont des roches volcaniques, des trappes, des roches volcaniques, des basaltes des plateaux, qui ont des signatures géochimiques et isotopiques qui sont très différentes d'autres roches, notamment les roches qui sont drainées par le Nil blanc. Alors, c'est ce qui est indiqué sur la carte de gauche, qui représente plusieurs sites africains où ont pu être étudiés cette période humide africaine, mais notamment pour la zone du Nil et avec les apports hydriques des pluies, les compositions isotopiques du rapport du néodyme, qui est très différent suivant les âges de ces différentes roches dans les différents bassins versants. Donc il est possible, en étudiant les rapports isotopiques, l'epsilon néodyme de ces roches, de ces sédiments, il est possible de faire des estimations des différentes contributions à la fois du Nil blanc et du Nil bleu, parce que les roches sont très différentes et ont des compositions isotopiques, à la fois pour les isotopes du néodyme et pour les isotopes du strontium, que l'on va pouvoir mesurer dans les sédiments. Alors, c'est ce qui a été fait par plusieurs équipes, ici tiré de travaux récents sur des carottes qui sont relativement proches, toujours les mêmes carottes où ont été étudiées justement les paléosalinités au cours du temps pendant les derniers 10 000 ans. Et bien, dans ces mêmes sédiments, dans les mêmes échantillons, il a été possible de mesurer les rapports isotopiques du strontium, du néodyme, et de montrer une évolution tout à fait caractéristique qui montre que au début de la période humide africaine, ici entre 10 000 ans et 8 000 ans avant le présent, le flux était dominé par le Nil bleu, par des sédiments qui proviennent de l'érosion des roches situées en Éthiopie, donc des roches qui sont caractérisées par une signature isotopique très différente, et ensuite, pendant toute la période, une diminution pour toute cette période de dégradation. Dans les mêmes sédiments, il a été possible aussi de faire d'autres mesures isotopiques, notamment la mesure du rapport carbone 13 sur carbone 12 des N-alcanes, qui permet de reconstituer de façon assez basique la végétation, en particulier de documenter les fluctuations de l'abondance dans le bassin versant des graminées, qui sont caractérisées par un autre type de photosynthèse. Il y a des plantes en C4, des plantes en C3, et à partir de ce rapport isotopique, le rapport carbone 13 sur carbone 12, il est possible de suivre l'évolution dans le temps. Et encore une fois, on voit une évolution temporelle avec un bassin versant dans la zone haute du Nil, un bassin versant qui est caractérisé par une dominance de graminées, dans un paysage de savane et de présence de végétation importante pendant la période humide africaine, et une lente dégradation depuis pratiquement 8000 ans. Elle est assez précoce, comme on l'attendait, avec les différents travaux de compilation sur la fin de la période humide africaine. Alors il y a d'autres évidences ici, un indicateur, un index de l'érosion des lipides bactériens provenant des sols. Donc on voit aussi, on documente à l'aide de ces mesures de géochimie organique une tendance au cours du temps, une lente diminution à la fin de cette période humide africaine. Donc une possibilité, à partir de ces sédiments, d'étudier les contributions du Nil bleu et du Nil blanc et de reconstituer de façon relativement sommaire, mais efficace, l'environnement autour du Nil de la végétation. Alors, au laboratoire à Aix-en-Provence, nous avons aussi participé à des études sur le sujet pour avoir une vue beaucoup plus grande au point de vue temporel
pour ne pas s'arrêter à 10 000 ans avant le présent, nous avons pris le parti d'aller étudier des sédiments situés de façon encore plus éloignée du delta pour avoir une continuité jusqu'à 20 000 ans. C'est ce qui a été fait et résumé sur ce tableau. On a, en fonction du temps, ici encore une fois avec l'évolution de droite à gauche depuis 20 000 ans jusqu'à l'actuel, l'évolution, alors ici un diagramme de compilation qui montre différentes évidences de la période humide africaine qui est représentée ici en vert, mais pour la carotte en question, c'est la partie haute de ce diagramme qui montre à la fois la composition isotopique du néodyme exprimée avec cet indicateur epsilon néodyme et un autre indicateur fondé sur des lipides bactériens liés au sol qui montre en fait la même chose, qui montre une évolution et une lente dégradation ensuite pendant la fin de la période humide africaine. Donc on a encore une fois l'évidence d'un maximum pendant la période humide africaine de contribution venant du Nil bleu, de ces trappes basaltiques éthiopiens, de l'érosion de ces roches et une diminution du flux sédimentaire au cours du temps pendant cette fin de la période humide africaine. Alors, il est possible, donc là, ce que je vous ai montré, c'est d'une part des évidences provenant de carottes sédimentaires au large, au niveau à la fois du pro-delta et carrément au large du delta. Il est possible aussi, je vous en ai déjà parlé lorsqu'on a considéré la subsidence au niveau du delta, il est possible de faire des trous de forage dans le delta et de reconstituer la géométrie et la chronologie de l'établissement et de la construction du delta du Nil. Et il est possible donc de faire des estimations de l'accrétion de ce delta, de l'évolution sédimentaire au cours du temps. C'est ce qui a été fait par plusieurs équipes, notamment des collègues d'Aix, avec une étude que l'on peut résumer sur ce diagramme, avec un enregistrement par les sédiments du delta de flux sédimentaires qui ont évolué dans le delta. Donc encore une fois, là, il s'agit du flux sédimentaire au cours du temps comme apport pour la construction du delta du Nil, qui a varié au cours des derniers 8000 ans, avec une période jusqu'à 4000 ans avant le présent, de 8000 ici jusqu'à, on voit une dégradation vers 7000, et ensuite une lente diminution, et pour la période depuis 4000 ans, on est pratiquement à zéro, on n'a pratiquement plus d'apport, on a peut-être même des pertes, mais globalement, on retrouve que cette période humide africaine était caractérisée par ce que l'on appelle une aggradation, une contribution, une construction, et donc une progradation vers le large du delta du Nil, exprimée ici en millimètres par siècle. Et quand on est en dessous de zéro, on a dégradation et perte de sédiments, mais donc une évolution qui est tout à fait logique avec ce que l'on connaît. Et dans le delta du Nil, d'autres collègues étrangers ont aussi reconstitué l'évolution du rapport isotopique du strontium, qui est tout à fait cohérent avec les autres informations. Donc on a finalement, de façon synthétique, une évolution temporelle qui est tout à fait importante et qui a eu forcément, de façon évidente, des impacts sur les populations à la fois néolithiques, chasseurs-cueilleurs, suivis des premiers éleveurs et cultivateurs, et ensuite de toute la civilisation égyptienne. Ici, dans un diagramme très résumé, vous sont présentés à la fois les quelques enregistrements temporels de l'évolution à la fois de la végétation et des apports du Nil, essentiellement le rapport entre Nil bleu et Nil blanc, au cours du temps, qui résume un petit peu l'affaire, les changements paléo-environnementaux. Donc on a, en suivant, on en a déjà parlé, le rapport carbone 13 sur carbone 12 pour avoir accès à une information chiffrée sur la végétation environnante dans le bassin versant, un apport comparatif entre le flux du Nil bleu et du Nil blanc. On a une évolution temporelle pendant toute la période, depuis 10 000 ans jusqu'à la période de la période de l'Égypte antique, une lente dégradation qui a été assez précoce. On voit une dominance donc, du flux, c'est ce qui est indiqué ici, du Nil bleu jusqu'à 8000 ans, et ensuite une lente dégradation
donc assez précoce, avec un remplacement, enfin un rapport Nil bleu, Nil blanc qui évolue, et une aridification progressive qui explique finalement les changements humains qui ont eu lieu dans cette zone du monde, avec au tout départ des chasseurs-cueilleurs qui ont changé leur mode de vie, qui était inféodé à un environnement probablement propice à la chasse, avec un Sahara vert, c'est ce qui est indiqué ici, et donc l'aridification, la dégradation de la végétation les a contraints. Encore une fois, l'information est venue, comme on l'a vu, du Proche-Orient, mais ils ont adopté un mode de vie différent. Ils ont commencé à domestiquer à la fois les bovins et les caprins, et ensuite il faut imaginer en parallèle une agriculture fondée sur les céréales et une civilisation qui va se complexifier, se centraliser, avec à la fois un royaume au nord et au sud de l'Égypte, pour finalement être intégré avec une unification entre les deux zones. Tout à fait au départ, d'ailleurs, le panthéon égyptien est très complexe, mais les premières divinités qui étaient adorées dans cette zone de l'Égypte antique, entre 6000 et 5000 ans avant le présent, donc vraiment des périodes qui précèdent ou qui font partie finalement de l'histoire de l'Égypte ancienne. Il y avait un culte d'une divinité, une vache sacrée, la divinité Bat, qui a été ensuite intégrée dans le culte d'Hathor. Mais ici, j'ai repris encore une fois une partie une photo de la palette de Narmer, qui date de plus de 5000 ans avant le présent, qui représente justement cette déesse Bat avec des cornes, une déesse féminine avec des cornes de bovins. Et donc, il y a des représentations encore plus précoces que cette palette de Narmer, mais donc une importance et une adoption de l'élevage très précoce qui est liée justement à ce changement environnemental, à cette dégradation de la végétation, et donc une impossibilité de vivre uniquement de la chasse et de la pêche, et adoption d'un mode de subsistance lié à l'agriculture et à l'élevage. Voilà, donc c'est quelque chose qui est à la fois caractéristique de la zone et d'autres zones encore. Pour terminer, aujourd'hui, je vais vous lister quelques conclusions justement sur ces conséquences humaines de l'optimum holocène qu'on a vu donc, dans ce cours et dans le précédent cours. Donc, il est indéniable en fait que l'amélioration climatique post-glaciaire, qui a à la fois affecté les températures et les précipitations, a favorisé en fait la sédentarisation et surtout l'invention de l'agriculture et de l'élevage au Proche-Orient, comme on l'a vu. La période humide africaine, elle a aussi permis cette diffusion de l'élevage vers l'ouest, ce qui a bouleversé le mode de vie des populations de chasseurs-cueilleurs. C'est en fait surtout la transition entre la période humide africaine et l'aridification qui a conduit justement ces populations à adopter un mode de subsistance qui était en plus compatible avec l'environnement de l'époque. Il est aussi important de considérer que les sites archéologiques ne sont pas tous au-dessus du niveau de la mer, donc il faut considérer à la fois des sites submergés et des sites à terre, mais il est aussi caractéristique de voir que plusieurs sites archéologiques, à l'est comme à l'ouest, montrent vraiment une sensibilité aux conditions environnementales, notamment un impact humain de l'événement climatique de 8000 ans, de 8K, ce qui est, alors, on n'a pas toujours cette évidence, parce que dans les sites archéologiques, il n'y a pas de continuité temporelle qui permette d'étudier toute la période de temps comme dans une carotte sédimentaire, mais on voit vraiment des choses tout à fait significatives qui montrent l'impact de cet événement climatique. On a aussi une forte influence de cette transgressivité spatiale de la période humide africaine, notamment sa fin qui est très précoce à l'est,
et ce qui a conduit en fait les populations à se concentrer, comme on l'a vu, aux abords du Nil. Les sites submergés nous ont montré aussi que en particulier au niveau du delta du Nil, avec cette combinaison entre l'influence du niveau marin et de l'apport sédimentaire, on a vu que ça a eu une importance sur la géomorphologie du delta, qui a eu donc d'autres conséquences en fait sur le mode de vie de ces populations. Et globalement, on a vu que la rédification progressive du bassin versant du Nil a conduit à l'adoption d'un nouveau mode de vie fondé à la fois sur l'élevage, l'agriculture, et que cela aurait, au même titre qu'on l'a vu pour le delta, cela aurait aussi favorisé la centralisation politique de l'Égypte antique et au final une homogénéité finalement entre la Haute et la Basse Égypte pour se terminer avec une centralisation et une unification des deux royaumes. Alors, bon, j'ai cité en fait dans ce cours quelques exemples. Donc il est très clair, c'est une des conclusions pour aller au-delà de la période humide africaine. C'est quand même, bon, les faits sont là. Ces périodes d'intenses variations climatiques, elles sont finalement à l'origine d'innovations technologiques et sociétales majeures. L'agriculture, l'élevage, la centralisation politique. Alors on peut voir ça comme des progrès ou des retours en arrière, mais ce sont ces variations climatiques, ces périodes de grands changements qui ont probablement occasionné beaucoup de souffrances. On voit lorsque le site de Gobero et les populations néolithiques ont été obligés d'abandonner toute une zone géographique parce qu'il n'y avait plus de lacs à exploiter, c'est très clair que tout cela s'est accompagné d'énormes souffrances, mais en même temps, ces périodes d'intenses variations climatiques, elles ont été le moteur elles ont forcé les populations à innover et à se transformer. Et alors il faut effectivement aussi se garder de tout déterminisme climatique excessif. C'est pas tout ce qui arrive dans les sociétés préhistoriques, proto-historiques et historiques ne sont pas uniquement liés au changement de l'environnement, mais pendant très longtemps, cette causalité a été un peu oubliée. Et lorsque l'on tient compte en fait des évidences, il est très clair qu'il y a des faits tout à fait établis et que finalement la préhistoire ou la proto-histoire nous donne des leçons qui sont tout à fait évidentes. Voilà, je vous remercie de votre attention.